Parmi toutes ces œuvres, vraiment, je pense que le chef-d'œuvre de Maritain, dans le sens ancien du terme, c'est-à-dire à la fois la synthèse de son œuvre et l'aboutissement et l'Everest, c'est l'intuition créatrice dans l'art et dans la poésie. En relisant le livre de Maritain, vraiment, j'ai été émerveillé de la profondeur, de la puissance, de l'envergure de la pensée de Maritain dans ce livre. C'est un livre très libre, c'est un livre de recherche, c'est aussi un livre de synthèse, c'est un livre qui achève quelque chose qui a été commencé en 1920, je crois, avec Art et Scolastique. Ce livre est paru en anglais, c'est des leçons au départ qui ont été publiées en 1953 en américain, en anglais, aux États-Unis, et traduits en 1966. Je vais essayer de vous restituer ce que je crois une des vraiment grandes découvertes de Maritain dans ce livre, c'est la découverte du supraconscient. Il n'y a pas que l'inconscient freudien, il y a le supraconscient spirituel, et Maritain s'en explique très bien, et il montre le rôle que ce supraconscient joue dans l'intuition créatrice. Je vais essayer de concentrer la réflexion sur la confrontation entre l'inconscient freudien, vu par Freud, avec quelques citations pour vous situer un peu de quoi il s'agit, parce que Maritain ne récuse pas la découverte freudienne de l'inconscient, il lui fait sa place, mais il lui donne une autre dimension tout à fait essentielle, et notamment dans l'activité créatrice, dans ce qu'il appelle la poésie, c'est-à-dire l'intuition créatrice. C'est intéressant de voir l'articulation des deux, et j'ai fait un petit effort de pédagogie avec des schémas. Mon thème, c'est le supraconscient spirituel. Maritain lui donne plusieurs noms, l'inconscient, le préconscient spirituel, le supraconscient, le ciel de l'âme, et son rôle dans l'intuition créatrice selon Jacques Maritain. Premier préambule, c'est quelque chose qui est très fort dans la pensée de Maritain. Quand il caractérise les temps modernes, eh bien, il caractérise comme ce qu'il appelle l'âge réflexe. Et déjà, dans sa direction spirituelle, face à ses premiers directeurs spirituels, il revendiquait ce droit pour un sujet, fut-il chrétien et mystique, spirituel des temps modernes, de revenir sur lui-même et sa propre démarche. Donc, la révélation de la subjectivité humaine à elle-même, d'une part, et la manifestation de ce qu'il appelle le soi. On va voir ce qu'est le soi dans la pensée de Maritain. L'âge réflexe, l'âge de la prise de conscience, qui a commencé avec la mystique, à peu près à l'époque de Sainte Thérèse d'Avila, le château de l'âme par exemple, et de Saint Jean de la Croix, est venu plus tard pour la poésie. Quand il a commencé pour elle, pour la poésie, au temps du romantisme, il a amené à son terme le lent processus de révélation du soi qui était en cours depuis le début des siècles modernes. Vous voyez, il y a toujours une philosophie d'histoire sous-jacente chez Maritain, et quelque part dans la signification des temps modernes, il y a ce processus de révélation du soi. Et je pense qu'on peut considérer que Maritain fait partie de ceux qui ont fortement contribué à, achever en quelque sorte, compléter cette révélation du soi. L'idée, c'est donc de confronter l'inconscient freudien et l'inconscient spirituel, selon Maritain. Il y a une thèse de Marion Duvauchel et un livre qui a été publié qui s'appelle « La philosophie esthétique de Jacques Maritain, le double inconscient ». Je ne sais pas si le mot est très heureux, mais enfin en tout cas, elle avait noté que c'était une des trouvailles de Maritain. Donc, s'il s'agit de définir l'inconscient, la première chose qu'il faut noter, c'est que l'inconscient, c'est quelque chose qui se définit négativement, inconscient. Donc, finalement, par rapport à la conscience. L'inconscient, c'est ce qui échappe à la conscience. Donc, il faut commencer par définir ce qu'est la conscience. Donc, la conscience désigne les différentes fonctions cognitives, sensation, imagination, intellection, pour autant qu'elles impliquent présence à elles-mêmes et réflexivité. C'est-à-dire que la sensation, par exemple, elle n'est pas forcément consciente. Elle est à proprement parler consciente quand il y a une certaine réflexivité qui est plus ou moins toujours possible, mais c'est un acte de retour sur l'acte premier qui caractérise la conscience. Donc déjà, dans nos activités de perception, de sensation, etc., la conscience n'est pas évidente, à moins qu'il y ait cette dimension de réflexivité. Évidemment, je précise au passage qu'il ne s'agit pas de parler de la conscience morale, c'est la conscience intellectuelle, évidemment, c'est une activité de l'intelligence. Petit rappel avec Descartes, qui ouvre un peu la pensée philosophique moderne, la conscience est posée comme identique à l'âme ou au moi, dont le sens fort de l'argument du cogito, je pense, donc je suis. Je pense, je suis conscient, et je suis parce que je suis conscient. C'est vraiment important cette identification à tel point que finalement, en dehors de la conscience, il n'y a que extériorité. Dans la perspective cartésienne, l'âme est transparente à elle-même comme pour l'ange.
Maritain fait remarquer que la noétique cartésienne, c'est une noétique angélique. Or, malgré la démonstration par Freud des dimensions inconscientes de la subjectivité, eh bien, il subsistera l'idée que le moi, c'est la conscience, que c'est identique. Alors, je vais parler d'abord de l'inconscient selon Freud, parce que Maritain ne le récuse pas, encore une fois, il lui fait sa place. Première remarque, pour Freud, l'inconscient n'est pas d'abord quelque chose, c'est le résultat d'une genèse historico-clinique dans laquelle sont impliqués pulsions, sexualité infantile, besoins primaires et secondaires, refoulement, conflits psychiques, actes manqués, névrose. Je cite ça à toute vitesse parce que je ne vais pas refaire une théorie de la psychanalyse, mais c'est important de comprendre ça. L'inconscient, c'est quelque chose de dynamique, au départ, pour Freud. Dans ce qu'on appelle la première topique, dans la science des rêves, 1900, qui est de type clinique, c'est-à-dire une approche de psychologue, dans la relation clinique de la psychanalyse, eh bien, il va opposer l'inconscient, le préconscient et le conscient. Avec l'idée que le préconscient, c'est ce qui affleure à la conscience et peut y parvenir, si on cherche comme quelque chose dont on se souvient et qu'on peut faire venir à la conscience, ou un savoir qu'on peut activer, actualiser. Et que, par contre, l'inconscient, au sens freudien, c'est quelque chose qui est barré, qui est refoulé et qui ne vient pas spontanément à la conscience. D'où la démarche de la psychanalyse, de l'anamnèse, de l'association libre, pour faire venir, finalement, cet inconscient au jour. Mais, progressivement, Freud va s'orienter vers ce qu'on appelle la deuxième topique, qui va commencer, on peut situer en 1923, qui, elle, est, selon son vocabulaire, métapsychologique, c'est-à-dire anthropologique. Il y a une théorie de l'homme, il y a une théorie de la structure de l'âme, si je puis dire, dans cette deuxième topique, qui oppose le ça, je vais expliquer, le moi et le surmoi. Donc le ça, c'est l'inconscient psychosomatique, les besoins primaires, ceux qui émergent de l'organisme, de la biologie. Freud aurait bien aimé ramener la science psychologique à la science biologique, si c'était possible. Il savait, je pense, que ce n'était pas possible. Et donc, le lieu, en quelque sorte, d'émergence des pulsions. On va retrouver ce mot de pulsion parce qu'il existe aussi chez Maritain avec un autre sens. Et donc, ce qu'il appelle le principe de plaisir. Le ça, finalement, revendique le plaisir, la jouissance, chez Lacan, plutôt. Le moi, qui est donc la sphère de la conscience, comme je disais tout à l'heure, l'organisation de l'activité, la gestion des pulsions et des contraintes, notamment des contraintes extérieures qui s'intériorisent dans ce que Freud appelle le surmoi. Le surmoi, ce sont les contraintes intériorisées de la réalité externe, le principe de réalité, la morale. C'est lié classiquement à l'image du père. Dans l'anthropologie à tendance matérialiste de Freud, il n'y a pas de place pour une instance spirituelle telle que le soi. Quand on fait du yoga, on fait l'expérience du soi. On découvre qu'il y a une dimension spirituelle et même immortelle dans l'âme. Chez Freud, qui est matérialiste et biologisant, eh bien, cette dimension n'existe pas. On a le ça, le moi, le surmoi, et ça s'arrête là. Et le surmoi, c'est l'intériorisation de quelque chose de social. Ce n'est pas une dimension spirituelle. Voilà le point qui est important pour mon exposé, c'est qu'au fondement de l'anthropologie freudienne, il y a les pulsions, au sens de Freud, bien sûr. Nous donnons aux forces qui agissent à l'arrière-plan des besoins impérieux du ça et qui représentent dans le psychisme les exigences d'ordre somatique le nom de pulsion. C'est bien résumé. La théorie de Freud est basée sur la notion de pulsion comme une espèce de force dynamique qui va commander nos actions. Et les responsables du centre Husserl, un philosophe qui s'appelle Rudolf Bernet, a écrit un livre très intéressant sur une philosophie de la psychanalyse, justement l'analyse du concept de pulsion, l'enracinant dans la dynamisme d'Aristote, la vis activa de Leibniz et toute la théorie de Schopenhauer. En fait, il apparaît que Freud est très dépendant finalement de la théorie du monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer. Donc le concept de pulsion est essentiel à Freud et à sa théorie anthropologique. L'homme est un être pulsionnel, pour le dire brièvement, et il faut qu'il s'en arrange. Et la psychanalyse est là pour ça. Alors maintenant, je passe à Maritain. On reviendra un petit peu à Freud après, quand on va parler du rapport entre les pulsions et l'âme. Le supraconscient spirituel, souvent Maritain aime bien l'appeler le ciel de l'âme. J'ai fait des petits schémas pour illustrer un peu ce que ça veut dire. Pour Maritain, il y a bien deux types d'inconscients. Je dis, c'est pas sûr qu'il y ait deux inconscients, on verra pourquoi. L'inconscient ou préconscient spirituel ou musical, il l'appelle musical à cause de la musiquée de Platon, qui est l'inspiration, qui est le quelque chose qui nous vient d'ailleurs. Le supraconscient ou ciel de l'âme, voilà un peu comment il l'appelle. Et puis l'inconscient freudien, c'est un des noms qu'il lui donne, instinctif, automatique, sourd. Et moi je me dis, si on appelle l'inconscient spirituel supraconscient, je trouve que ça serait tout à fait justifié de l'appeler infraconscient.
Il y aurait l'infraconscient et le supraconscient. Citation de Maritain, il y a deux sortes d'inconscients, deux grands domaines d'activité psychologique soustraites à la saisie de la conscience, le préconscient de l'esprit dans ses sources vives, et l'inconscient de la chair et du sang, des instincts, des tendances, des complexes, des images et des désirs refoulés, des souvenirs traumatiques, selon qu'ils constituent un tout dynamique, clos et autonome. Moi, je trouve que c'est un bon résumé de la doctrine freudienne. Il avait lu des choses sur Freud, il était documenté. Mais la phrase importante, c'est selon qu'il constitue un tout dynamique, clos et autonome. Il y a quelque chose de fermé dans l'inconscient automatique freudien, selon Maritain. Je voudrais donc appeler la première sorte d'inconscient inconscient ou préconscient spirituel, ou pour l'amour de Platon musical, et le deuxième inconscient automatique ou sourd, sourd à l'intelligence, et structuré en un monde autonome, séparé de l'intelligence. Nous pourrions dire aussi inconscient freudien. Ces deux sortes de vie inconsciente sont à l'œuvre en même temps, mais elles sont essentiellement distinctes et de nature entièrement différente. Il y a les deux. C'est un thomiste, Maritain, il aime bien distinguer pour unir, mais distinguer, c'est pas la même chose de parler de l'inconscient freudien infraconscient et de l'inconscient spirituel. N'en déplaise à beaucoup aujourd'hui. Alors pour mieux voir ça, je pense qu'un exercice vraiment important et qu'il fait dans l'intuition créatrice, dans l'art et la poésie, c'est cette étude de ce qu'est la structure de l'âme. Un de ses premiers travaux sur, l'introspection de l'âme, à partir du célèbre livre d'Ambrose Gardey qui s'appelait La structure de l'âme et l'expérience mystique. Il a commencé par beaucoup s'intéresser à Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, et donc à ce dominicain qui avait fait toute une exploration thomiste de la structure de l'âme, mais en fonction de ce que peut être l'expérience mystique. À la racine de l'âme humaine, ce qui nous importe est le fait qu'il y a une racine commune de toutes les puissances de l'âme, racine cachée dans l'inconscient spirituel, et qu'il y a dans cet inconscient spirituel une activité radicale, où sont engagés ensemble l'intelligence et l'imagination, aussi bien que les puissances de désir, d'amour et d'émotion. On va revenir là-dessus parce que c'est ça l'idée essentielle, l'espèce de convergence de toutes les puissances de l'âme, à la racine, cette notion de racine de l'âme. C'est là, dans cette libre vie de l'intelligence, qui enveloppe une libre vie de l'imagination, à la racine unique des puissances de l'âme, et dans l'inconscient de l'esprit, que la poésie, je pense, a sa source. C'est le point que Maritain va développer, c'est que la source de l'intuition créatrice, ce qu'il appelle la poésie chez lui, c'est pas simplement l'activité des poètes, c'est l'intuition créatrice qu'il oppose à l'art, qui est la vertu factive, qui permet de passer à l'œuvre. Donc, cette intuition créatrice prend sa source à la racine des puissances de l'âme dans l'inconscient. Ce n'est pas d'abord conscient. D'où la méprise qui a été faite par beaucoup de modernes, notamment les surréalistes, que du coup, puisque c'est inconscient, c'est l'inconscient freudien. D'où le principe de l'écriture automatique et enfin toutes sortes de théories qui ont été développées autour du surréalisme, qui aujourd'hui, à force de loi quasiment, comme doctrine, et que évidemment Maritain combat tout à fait radicalement. Ce schéma que je vous propose, il n'est pas très lisible, mais justement j'ai fait des gros efforts pour le rendre plus lisible et plus intelligible, parce qu'il est dans l'intuition créatrice, dans l'art et la poésie, page 235. Donc je ne fais que reproduire ce schéma, mais j'ai fait un petit effort pour le rendre plus intelligible, un effort de pédagogie. J'ai mis des couleurs, vous voyez, il y a la puissance sensible, qui est le cône central, en jaune, la puissance imaginative, qui est le cône intermédiaire en orange, et en bleu, les puissances intellectuelles. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, si vous regardez vers le bas, elles sont tournées vers l'extérieur, pour connaître le monde. Il n'y a rien dans l'intelligence qui n'ait pas d'abord été dans l'essence. Nous restons aristotéliciens avec Jacques Maritain, mais évidemment, au fur et à mesure qu'on s'élève vers la source de l'âme, on s'élève aussi dans la dimension spirituelle. J'ai traduit ça par un petit schéma, vous voyez, en rouge, c'est la dimension tournée vers l'extérieur et plus matérielle, et en bleu, c'est la dimension spirituelle. Ce qui vous explique pourquoi il dit que cette source commune des puissances de l'âme, c'est le ciel de l'âme. C'est en bleu, c'est du spirituel. Vous voyez, la frontière entre le spirituel et le matériel, elle se situe à la zone entre le bleu et le rouge. Et voilà, un schéma qui résume les deux, il y a le bleu et le rouge. J'espère que ça rend un peu plus visible l'idée qu'on a 3 registres de puissance, mais ce n'est pas des étages, ce n'est pas des compartiments.
Ce sont des puissances qui, en quelque sorte, sont emboîtées et qui fonctionnent ensemble. Et plus on remonte vers les sources de l'âme, plus elles fonctionnent ensemble. Et pour Maritain, c'est ça qui est essentiel dans la création poétique. C'est que justement, c'est la sensation, l'imagination et l'intellect qui fonctionnent ensemble dans cette émotion créatrice qui va provenir de l'origine de l'âme. Je vais en expliquer un petit peu plus la genèse et la dynamique. Première note, c'est que ce qu'on appelle le soi, c'est précisément cette racine spirituelle de l'âme humaine. Si on reprend le schéma que j'ai fait tout à l'heure, eh bien le soi, le voilà, c'est ce point. Maritain a fait un tas d'explorations et notamment il a bien expliqué ce qu'est le yoga. Le yoga, et à vrai dire toutes les spiritualités orientales sont fondées sur l'expérience du soi. Et l'expérience du soi, c'est précisément retourner les puissances de l'âme, imaginative, sensible, etc., vers cet acte central qui est l'acte d'exister, parce qu'à la racine de l'âme, qu'est-ce qui supporte tout le reste? Qu'est-ce qui est le plus formel dans un être? Eh bien, ce n'est pas seulement sa structure essentielle, c'est son acte d'exister. Et donc, en fait, le soi, qui est à la fois la racine de toutes les puissances sensitives, imaginatives et intellectives de l'âme, est aussi le contact, si je puis dire, avec l'acte d'exister. Et donc, quand on fait l'expérience du soi, comme dit très joliment, de façon un petit peu énigmatique, Olivier Lacombe, l'enstase de l'acte de connaître dans l'acte d'exister. Au lieu d'être une extase tournée vers Dieu, le soi n'est pas Dieu. Il y a une confusion qui est fréquemment faite, et les gens qui disent que le yoga est une expérience de Dieu, pas du tout. C'est une expérience du soi, que peut-être en faisant l'expérience du soi, par accident, je fasse une certaine expérience de Dieu dans une connaissance infuse, c'est possible, mais ce n'est pas la logique même de l'expérience du soi. En stase de l'acte de connaître, dans l'acte d'exister, mon acte d'exister propre, car pour moi, l'acte d'exister, c'est un absolu. Retirez mon acte d'exister, je n'existe plus, je ne suis plus rien. Donc pour moi, c'est un absolu, avec un petit A. Tandis que dans la mystique chrétienne, on fait l'expérience de l'absolu avec un grand A, non pas par un acte de connaturalité intellectuelle, en stase de l'acte de connaître dans l'acte d'exister, mais par un acte de connaturalité affective. C'est l'amour infus de charité qui nous fait connaître Dieu et nous unir à lui. Alors je reviens à la question de l'art, et là je vais confronter un petit peu la vision très sommaire de la vie même des disciples de Freud. Il ne s'intéressait pas terriblement à l'art, c'était un médecin, un clinicien, un psychiatre, plus qu'un philosophe, même si finalement il y a quelque chose comme une anthropologie dans sa pensée. Donc je vais quand même parler de Freud et de l'art parce que ça illustre un petit peu les méprises qui peuvent avoir lieu, notamment, encore une fois, avec la direction prise par le surréalisme, si on s'appuie essentiellement sur Freud. La clé de l'explication freudienne sur l'art, c'est la sublimation. Freud explique l'art par la sublimation, alors je cite quand même Freud, comme le don artistique et la capacité de réalisation sont un rapport intime avec la sublimation. Je vais expliquer un peu. Force nous est de reconnaître que l'essence de la réalisation artistique nous est, elle aussi, psychanalytiquement inaccessible. Donc il parle de l'art de l'extérieur. Il admet que lui, en tant que psychanalyste, ce n'est pas sa compétence première. Il a raison. Là, j'ai pris des citations, parce que j'en ai trouvé chez Freud, mais c'était trop long, et j'ai trouvé que les citations des commentateurs étaient bien situées. Une caractéristique fondamentale des pulsions sexuelles, c'est leur disposition à la sublimation. La capacité sublimatoire appartient à l'essence de la pulsion. Freud insiste sur cette plasticité des pulsions sexuelles dont le but peut se désexualiser. Voilà la sublimation. Pour Freud, finalement, tout est basiquement sexuel. Pas tout à fait, enfin je simplifie, mais en gros ça veut dire ça. Et finalement, la sublimation, c'est la capacité que le sujet a de, consciemment ou inconsciemment, plutôt inconsciemment, je pense, dans l'idée de Freud, détourner l'objet sexuel, de la pulsion sexuelle, vers un but qui n'est plus sexuel. C'est comme ça qu'il explique l'art. Il n'y a pas d'œuvre d'art sans sublimation, bien que celle-ci ne joue qu'un rôle limité dans le faire œuvre. Une autre citation, l'art permet, selon Freud, aux pulsions les plus intenses, les plus profondes, les moins acceptables, c'est-à-dire les plus sexuelles, de se réaliser dans un objet placé plus haut sur l'échelle des valeurs sociales. Au fond, pour lui, la valeur de l'art, c'est qu'il légitime quelque part la représentation des pulsions sexuelles. Ce n'est pas accepté dans la culture ordinaire, on ne peut pas parler de sexe, mais on peut parler d'art, et finalement l'art est une manière de transposer les choses de la sexualité. Au fond, il y a un défi que seule l'œuvre peut relever, ce qui est irréalisable dans sa vie, c'est-à-dire réaliser ses pulsions sexuelles. L'artiste l'accomplit dans ce monde parallèle qu'est l'art.
J'avais un ami peintre qui me disait volontiers qu'il se considérait comme un obsédé sexuel. Il faisait le rapport direct entre ses pulsions sexuelles et sa créativité de peintre. Alors, sur la beauté, juste pour dire qu'un seul point semble certain, c'est que l'émotion esthétique dérive de la sphère des sensations sexuelles. La beauté, pour lui, c'est une expression de la sexualité. Il dit quand même que, curieusement, les organes sexuels ne sont pas considérés comme beaux. Je n'ai pas pris la citation, mais... Donc, primitivement, la beauté et le charme sont des attributs de l'objet sexuel, tout en disant que les organes génitaux ne sont pas considérés comme beaux. Ça ne va pas très loin chez Freud et tout le monde en est d'accord. Je veux dire ses propres disciples aussi, hein. Mais c'est intéressant, parce que cette idée de sublimation est une idée importante quand même. L'idée que nos pulsions peuvent se détourner d'un certain étage de visée, de but, pour atteindre quelque chose de supérieur est vraiment important. J'en viens à ce que Maritain caractérise comme intuition créatrice ou poétique. La première chose que Maritain dit et qui est vraiment intéressante, c'est quand on veut parler de la création, il faut commencer par regarder ce qui se passe en Dieu. Il dit que Dieu, pour créer, n'a pas besoin d'un modèle extérieur, il se regarde, il crée dans son verbe, qui est lui-même. Donc, quand Dieu crée, il crée à partir de soi, du soi de Dieu, si on veut le verbe. Et que du coup, pour le créateur humain, pour le poète, enfin, l'intuition créatrice, elle doit partir aussi du soi. Pourquoi cette expérience spécifique, pas l'expérience du soi du yoga, une autre expérience de l'intuition créatrice, doit partir du soi parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de créer que de partir de la connaissance du soi. Et Maritain s'en explique. La création poétique présuppose comme condition absolument première une saisie par le poète de sa propre subjectivité en vue de créer. Il y a une analogie. On va voir qu'il ne peut pas créer de rien comme Dieu. Et donc il a besoin de quelque chose d'extérieur qui va éveiller la connaissance du soi. Mais la substance de l'homme lui est obscure à lui-même. La subjectivité, en tant que subjectivité, est inconceptualisable. Elle est un abîme inconnaissable. Le poète ne se connaît qu'à la condition que les choses résonnent en lui et qu'en lui, d'un même éveil, elle et lui sortent ensemble du sommeil. Voilà l'idée clé de Maritain, c'est que finalement, dans l'acte de création, poétique au sens large, ça peut être dans la musique, dans la peinture ou dans la poésie proprement dite, eh bien, c'est toujours un éveil du soi par une connaissance des choses, c'est-à-dire que le soi et les choses sont éveillés et sont donnés à connaître ensemble. Comment sont-ils donnés à connaître? On va le voir dans l'œuvre. Son intuition, l'intuition créatrice, est une obscure saisie de son propre soi et des choses ensemble, dans une connaissance par union ou par connaturalité, qui naît dans l'inconscient spirituel et qui ne fructifie que dans l'œuvre. Cette phrase, elle est décisive, elle résume à elle toute seule toute la pensée de Maritain sur ce qu'est l'intuition créatrice. Son intuition, l'intuition créatrice, est une obscure saisie. C'est pas dans l'inconscience que ça commence. C'est pour ça que c'est une connaissance par connaturalité. Une obscure saisie de son propre soi et des choses ensemble, dans une connaissance par union, par connaturalité, qui naît dans l'inconscient spirituel et qui ne fructifie que dans l'œuvre. Je vais quand même revenir sur la notion de pulsion parce que j'ai découvert en relisant donc l'intuition créatrice qu'il y avait toute une théorie de la pulsion chez Maritain et qui est en même temps assez différente et complémentaire de celle de Freud. Maritain appelle ça les pulsions intuitives, puisqu'on est dans la logique de l'intuition créatrice ou de l'intuition poétique. Donc quand il s'agit de pulsions, ce n'est pas des pulsions, instinctives, ce sont des pulsions intuitives. Un petit peu de citation pour expliquer la genèse de cette notion de pulsion intuitive. Tout se passe comme si, dans la relation entre cette indivisible unité de l'intuition poétique, ce point de départ à la racine de l'âme, dans le soi, et les successives unités partielles de son expansion ou expression dans son propre milieu vital, il y avait à l'état naissant une sorte de musique, toujours la musique platonicienne. Chacune des unités partielles dont je viens de parler est un complexe d'images virtuelles et d'émotions, mise en branle dans le monde fluide et mouvant de la créativité de l'esprit, essentiellement tendancielle, dynamique et passagère. C'est ce complexe que j'appelle charge dynamique ou pulsion intuitive. Voilà le concept de pulsion intuitive. C'est donc ce qui est éveillé, qui est mis en œuvre, en branle par cette intuition poétique, sous la lumière activante de l'intellect illuminateur. C'est le nom que Maritain donne à l'intellect agent des thomistes. Il y a l'intellect possible et l'intellect agent, donc qui est la lumière qui ne s'éteint jamais et qui fait passer les images à l'état de concept. Eh bien, Maritain préfère l'appeler intellect illuminateur, précisément parce qu'il illumine. Ces pulsions intuitives ont une fonction dynamique et opérative.
Ces pulsions intuitives sont pour ainsi dire des étincelles d'intuition partielle et secondaire qui dépendent de l'intuition poétique centrale et qui s'éveillent dans l'âme du poète tout au long de la route de la création avec ses divers accidents. Il y a une espèce de continuité qui part de l'intuition poétique centrale et qui va devenir dynamique par les pulsions intuitives. Donc le point commun entre Freud et Maritain dans la notion de pulsion, c'est que dans les deux cas, ça exprime une notion dynamique. La pulsion, c'est quelque chose qui met en mouvement, qui met en œuvre, de façon différente, j'y reviens. Donc l'intuition poétique produit ce qu'il appelle un ébranlement musical. Le signe de l'intuition poétique, je passe un peu, est une sorte d'ébranlement musical qui se produit dans les profondeurs des sources vives où elles sont nées. Cet ébranlement musical émerge à la conscience. Voilà, maintenant on arrive à la conscience. C'est-à-dire qu'avec les pulsions intuitives, la conscience entre en jeu. Elle s'exprime dans la dynamique créatrice des pulsions intuitives. Là encore, on a une parfaite définition. Alors, il y a dans l'âme du poète un ébranlement musical élargi, une musique dans laquelle les relations rythmiques et harmoniques entre pulsions intuitives émergent à la conscience. Cet ébranlement musical élargi est la mort spontanée de l'exercice opératif. Avec lui commence le processus opératif. Donc les pulsions intuitives sont le début du processus par lequel l'artiste va aboutir à l'œuvre, dans lequel il va exprimer à la fois son soi et la chose du monde qui l'a ébranlé, ému. Je vais rapidement confronter les pulsions intuitives selon Maritain et les pulsions instinctives de Freud, en reprenant mon bon vieux schéma. Simplement, j'ai rajouté là les flèches qui viennent du haut des pulsions intuitives. Voilà les pulsions intuitives et voilà les pulsions instinctives de Freud. Alors, la grande chose, premièrement, les pulsions intuitives, elles sont d'ordre spirituel. Elles entrent dans la conscience, mais dans la conscience dans un niveau spirituel. La conscience est quelque chose de spirituel pour un thomiste. Et chez Freud, elles émanent de la biologie, de l'organisme, du somatique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que chez Freud, justement, elles sont désordonnées, elles sont anarchiques. Et que tout le problème du moi, ça va être d'essayer de mettre de l'ordre dans ces différentes pulsions, dans cette anarchie. Et donc, vous voyez, vous avez d'un côté des pulsions qui émergent, mais Maritain ne les récuse pas. Le schéma que je montre, je crois qu'il est fidèle à Maritain. C'est-à-dire que chez Maritain, il y a d'une part, effectivement, un rôle des pulsions autonomes, instinctives, sourdes, automatiques, etc., comme il le dit, avec leur anarchie qu'il faut coordonner. D'ailleurs, c'est aussi la doctrine thomiste de la maîtrise des passions. La raison est là pour ordonner, maîtriser les passions. Pulsion et passion, il y a un rapport. C'est pas la même chose, mais il y a quand même un rapport. Chez Maritain, il ajoute cette dimension spirituelle, des pulsions intuitives qui viennent du soi et qui vont en quelque sorte converger et finir par s'exprimer ad extra dans une œuvre. Encore une fois, l'artiste n'a pas d'autre moyen de connaître son soi, sa propre âme, son propre être intérieur, que dans l'œuvre. C'est la grande différence avec le philosophe, le savant, celui qui conceptualise, parce que lui, il forme des choses dans des concepts, sauf que, précisément, l'âme ne se connaît pas elle-même directement. Ça, c'est un point de base du thomisme. L'âme ne se connaît que par réflexion sur ses actes. Donc, il y a le philosophe qui connaît la structure de l'âme en réfléchissant sur les actes extérieurs posés par l'homme, et l'artiste, et c'est en ce sens qu'il est un devin, parce qu'il a quand même une connaissance directe du soi, sauf que cette connaissance directe du soi, il ne peut pas l'avoir séparément d'une connaissance des choses. Donc c'est toujours une connaissance mélangée. Autrement dit, c'est une connaissance plus profonde, divinatoire, qui souvent devance la connaissance intellectuelle du philosophe, mais en revanche, je dirais qu'elle n'a pas la pure objectivité, elle est toujours subjective. Elle n'a jamais cette capacité, par nature, à avoir un contenu de nature objective. D'où la difficulté d'ailleurs à articuler la perception de l'artiste, je pense, et le savoir de l'intellectuel, qu'il soit philosophe ou savant. Ceci posé, je pense que Maritain, quelque part, avait une fibre poétique. Dans sa manière d'écrire, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre littéraire. Il y a une veine littéraire, il y a une veine poétique. Quand il parle de la poésie, je pense qu'il parle de celle de Raïssa, parce qu'il est modeste et humble. Je pense que quand même, il en a une expérience directe. De même que le rapport entre la foi et la raison sont souvent impliqués et réciproquement. Je pense que chez lui et dans son expression, eh bien, il y a un rapport assez étroit entre la dimension poétique, cette intuitivité par connaturalité du créateur, du poète, et la connaissance objective. Lui, il se veut philosophe, donc je crois qu'il s'impose une ascèse d'objectivité, mais dans son vécu, et notamment dans son expression, il y a la dimension poétique.